Attention, ces histoires peuvent être choquantes et sont réservées à un public averti. Cette nuit-là, tout semblait déjà mal parti. Mon collègue, Paul, était une fois de plus dans un état pitoyable. Il traversait une période difficile, une dépression qui le rongeait depuis des mois, et il avait pris la mauvaise habitude de boire avant de venir travailler. Malheureusement, malgré tout, il était toujours assigné au poste de conducteur, une situation qui me mettait mal à l'aise à chaque fois que nous partions en intervention. Ce soir-là, nous avons été appelés pour un accident de moto dans un petit village, situé à quelques kilomètres en dehors de la ville. Un motard avait apparemment eu un accident grave, et son état semblait critique. La route vers le village était sombre et sinueuse, ajoutant à mon malaise croissant. Pendant que Paul conduisait, je ne pouvais m'empêcher de sentir l'odeur âcre de l'alcool qui imprégnait l'air dans l'ambulance. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant, et je voyais bien qu'il n'était pas dans son état normal. À mesure que nous nous approchions de la scène, j'ai commencé à distinguer des silhouettes dans la lumière des phares. Un groupe de personnes se tenait sur la route, visiblement en attente de notre arrivée. Ils semblaient agités, inquiets, et je pouvais voir l'homme blessé allongé sur le sol derrière eux, entouré par ce qui semblait être des amis ou des membres de la famille. L'urgence de la situation était palpable. Mais alors que nous nous rapprochions, quelque chose d'horrible s'est produit. Au lieu de ralentir, Paul a soudainement perdu le contrôle de l'ambulance. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Tout est allé si vite. L'ambulance a dérapé sur la route humide, et dans un fracas assourdissant, elle a percuté de plein fouet le groupe de personnes qui se tenaient là. Le bruit, c'est ce bruit qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Un mélange atroce de métal froissé, de corps heurtés, de cris d'horreur et de douleur. Le choc était si violent que certaines personnes ont été projetées sur plusieurs mètres. La scène était surréaliste, comme un cauchemar éveillé. Mon cœur s'est figé, et la panique m'a submergé. Je me suis mis à crier, mais mes mots étaient noyés dans le chaos. « Paul, qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je hurlé, ma voix brisée par l'effroi. Mais Paul ne répondait pas. Il était là, assis au volant, les mains crispées sur le volant, des larmes coulant sur ses joues. Il pleurait, tremblant, incapable de prononcer le moindre mot. Je suis sorti précipitamment de l'ambulance, mes jambes vacillantes sous l'effet de l'adrénaline. La scène qui s'offrait à moi était insoutenable. Des corps gisaient sur la route, certains immobiles, d'autres gémissant faiblement. Le sang maculait le sol, se mélangeant à l'eau de pluie qui continuait de tomber doucement. J'ai attrapé ma radio, mes mains tremblant de manière incontrôlable, et j'ai appelé d'autres équipes de secours. Ma voix était presque inaudible, étranglée par l'horreur de la situation. Paul, toujours en état de choc, est finalement sorti de l'ambulance. Il était en pleurs, totalement désemparé, et je pouvais voir la terreur dans ses yeux. Avant que je puisse l'arrêter, il a pris la fuite dans la nuit, courant sans but précis, disparaissant dans l'obscurité. Les secours sont arrivés peu de temps après, mais il était déjà trop tard pour plusieurs des personnes que nous avions percutées. Le silence qui a suivi était assourdissant, interrompu seulement par les sirènes lointaines et les pleurs des survivants. La scène ressemblait à un champ de bataille, et je me sentais impuissant, paralysé par la culpabilité et le choc. Quelques jours plus tard, Paul a été retrouvé. Il avait été arrêté et incarcéré, ayant perdu son emploi et tout ce qu'il lui restait. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui après cela. Cet incident a marqué la fin de son parcours, et il a également laissé une cicatrice indélébile dans mon esprit. Un ami ambulancier m'a raconté une histoire tragique à propos d'un couple, tous deux handicapés et confinés à des fauteuils roulants électriques. Aucun des deux ne pouvait marcher, et leur mouvement était limité, à peine capable de bouger les bras. Leur quotidien était déjà un défi en soi, chaque tâche simple demandant un effort considérable et une adaptation constante à leurs limites physiques. Une nuit, l'homme, vêtu d'un pull en laine, était en train de fumer une cigarette, une habitude qui lui procurait peut-être un certain réconfort dans sa vie difficile. Cependant, ce soir-là, la fatigue a pris le dessus avant qu'il ne puisse terminer sa cigarette. Sa tête s'est alors inclinée vers le bas, et c'est là que le drame a commencé. La cigarette encore allumée est entrée en contact avec le pull en laine, provoquant rapidement une combustion.
Le tissu s'est enflammé en quelques secondes, transformant ce moment de relâchement en un véritable cauchemar. Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, il était malheureusement trop tard. L'homme était déjà mort, son corps était carbonisé, la peau semblable à une croûte de porc grillé, une image horrible et dévastatrice pour quiconque la voyait. Mais l'horreur de la situation ne s'arrêtait pas là. La femme, impuissante, avait assisté à la scène. Incapable de se déplacer rapidement, elle a tenté de sauver son compagnon avec les moyens limités dont elle disposait. Elle a péniblement roulé en arrière et en avant entre l'évier et son mari, remplissant une petite tasse d'eau à chaque fois, et essayant désespérément d'éteindre les flammes. Chaque déplacement lui demandait un effort immense, son corps étant presque aussi immobile que celui de son mari. Mais malgré ses tentatives répétées et son courage indéniable, ses efforts étaient en vain. L'incendie progressait trop rapidement, et elle n'a rien pu faire pour empêcher le pire. Ma mère, qui est médecin urgentiste, m'a un jour raconté une histoire terrifiante à propos d'une femme qui avait été renversée par un bus. Elle avait littéralement été écrasée sous les roues du véhicule, son corps broyé par la masse imposante. La scène était déjà difficile à imaginer, mais ce qui s'est passé ensuite rendait l'histoire encore plus tragique. Le fils de cette femme, en voyant sa mère piégée sous le bus, a immédiatement couru vers elle, désespéré de la sauver. Dans sa panique, la seule partie de son corps encore visible était une jambe qui dépassait dessous le bus. Saisi par l'urgence et l'horreur de la situation, il a agrippé cette jambe et a commencé à tirer de toutes ses forces, espérant libérer sa mère de l'emprise mortelle du véhicule. Cependant, l'horreur a pris une tournure encore plus sombre. Alors qu'il tirait de toutes ses forces, il ne réussissait qu'à détacher la jambe du corps de sa mère. Le reste de son corps était si gravement écrasé sous le bus que la jambe s'est détachée, laissant le jeune homme tenir le membre désarticulé dans ses mains, impuissant face à l'atrocité de la situation. J'avais environ 10 ans lorsque ma mère m'a raconté cette histoire, et cela m'a profondément bouleversé pendant longtemps. Un homme est tombé sur un porte-rouleau de papier toilette, et l'objet a perforé son œil, pénétrant directement jusqu'à l'arrière de son crâne. Même en le déplaçant avec précaution, on pouvait entendre le grincement du porte-rouleau racler l'intérieur de son crâne. C'était un son horrible, qui résonnait dans l'esprit de tous ceux présents, une sensation presque insupportable à supporter. Une autre fois, une femme accouchait d'un bébé mort-né. Elle avait des besoins spécifiques et ne savait même pas qu'elle était enceinte, malgré 4 visites chez le médecin pour des douleurs abdominales. Aucun test de grossesse n'avait été réalisé. Le bébé avait environ 26 semaines, et cela faisait déjà plusieurs jours qu'il était mort. Sa peau avait pris une teinte rouge betterave, signe de la décomposition qui avait déjà commencé. La femme souffrait de septicémie et de prééclampsie, des conditions qui rendaient la situation encore plus critique. Nous avons aidé à l'accouchement du bébé, mais dès le moment où je l'ai pris dans mes mains, j'ai su que ce serait une image qui me hanterait pour toujours. Le bébé était mou, sans vie, et sa tête ressemblait à un sac de vaisselle brisé, les os du crâne se glissant les uns sur les autres, créant un bruit et une sensation dérangeant à chaque mouvement. C'était une expérience à la fois déchirante et terrifiante, un rappel brutal de la fragilité de la vie et des conséquences tragiques de la négligence médicale. Nous avons rapidement administré un bolus de piperacillin tazobactam, du diazépam, et l'avons transporté en urgence sous les feux bleus. Mais ce moment, celui où j'ai tenu ce bébé mort-né dans mes bras, restera gravé en moi, une douleur sourde que rien ne pourra jamais vraiment effacer. C'est l'une de ces choses que vous n'oubliez jamais, le poids de cette petite vie perdue et la réalité cruelle de notre monde. Je ne classe pas ces histoires par ordre de gravité, mais voici quelques-unes qui me reviennent en tête. Tout d'abord, un incident particulièrement atroce, un adulte a plongé un tout petit dans de l'eau bouillante. Le résultat était dévastateur. Cet enfant, d'origine pacifique, avait la peau d'un brun profond de la taille vers le haut, mais du blanc pâle et brûlé en dessous, où la peau se détachait, laissant des zones de chair à vif. C'était une scène qui m'a profondément marqué. Un autre cas, tout aussi troublant, impliquait une femme mentalement handicapée qui avait été agressée sexuellement par un autre résident de son établissement. L'homme lui avait rasé la tête avant de la battre. Nous avons réussi à la convaincre d'aller à l'hôpital pour recevoir des soins, mais ce qui m'a choqué, c'est que l'hôpital l'a renvoyée dans le même établissement.
Avant de partir, elle m'a croisé alors que je déposais un autre patient. Elle était en état de panique, criant que maintenant son agresseur serait encore plus violent avec elle parce qu'elle avait osé parler. Ensuite, il y avait cette femme enceinte qui, pour célébrer un examen prénatal rassurant où l'on avait confirmé que son bébé était encore en vie, a décidé de fumer du crack. Malheureusement, peu de temps après, elle a fait une fausse couche. L'ironie tragique de cette situation me reste en mémoire. J'ai également rencontré une femme âgée souffrant de démence qui revivait régulièrement une agression sexuelle subie des décennies plus tôt. Chaque fois qu'elle en avait le souvenir, elle se cachait dans l'établissement et appelait la police, implorant de l'aide. Elle ne comprenait pas pourquoi personne ne venait la secourir. C'était déchirant de la voir prisonnière de ce passé traumatique. Enfin, il y a une histoire particulièrement déroutante que je ne peux oublier. Nous avons été appelés sur une scène où une femme avait fait une fausse couche. Mon partenaire a pris en charge la femme, tandis que les premiers intervenants m'ont donné un saladier contenant le fœtus. Ne sachant pas quoi en faire, je l'ai placé sur le siège passager et il a fait le trajet avec moi jusqu'à l'hôpital. Quand je suis arrivé, j'ai remis le bol à l'infirmière de garde. Elle m'a demandé ce qu'il contenait, et je lui ai répondu, un fœtus humain. Après cela, j'ai quitté la salle pour aller chercher une salade gratuite dans la salle de repos. J'ai travaillé avec un gars qui est ambulancier. Un jour, il m'a raconté l'une des pires choses qu'il ait jamais vues. Ils avaient reçu un appel d'une femme âgée, la mère handicapée d'un homme qui vivait au sous-sol de leur maison. Incapable de marcher ou de quitter la maison elle-même, elle avait essayé de contacter son fils par téléphone, mais il ne répondait pas. Les ambulanciers sont donc arrivés pour effectuer un contrôle de sécurité. Dès qu'ils sont entrés dans l'appartement, ils ont remarqué que l'endroit était impeccable. Pas de signe d'effraction ni de violence. Chaque pièce était propre et bien rangée. Ils ont fouillé l'appartement pièce par pièce, sans rien trouver d'anormal, jusqu'à ce qu'ils atteignent la salle de bain. Là, ils ont découvert l'homme, mort, nu, allongé dans une mare de sang. La scène était choquante et difficile à comprendre au premier abord. Après quelques recherches, ils ont découvert ce qui s'était passé. L'homme avait installé un quille de bowling fixé au sol dans sa salle de bain, qu'il utilisait pour se stimuler la prostate. Ce jour-là, il l'avait lubrifié, s'était accroupi au-dessus, mais a glissé. En tombant, la quille a déchiré son anus de manière catastrophique. Piégé par l'aspiration créée, il n'a pas pu se relever pour appeler les secours. Il est resté là, incapable de bouger, et a fini par se vider de son sang sur le sol de la salle de bain. Un jour, j'ai été appelé pour intervenir chez une femme extrêmement obèse qui avait glissé de son lit. En tombant, sa jambe s'était retrouvée coincée sous son propre corps, et son poids avait exercé une pression si intense que sa jambe avait presque été entièrement sectionnée. C'était une scène difficile à croire, presque irréelle. La chair de sa jambe avait été compressée et écrasée au point que l'os était pratiquement visible sur toute la circonférence. Il ne restait qu'un mince morceau de peau et de tissu pour maintenir la jambe attachée au reste du corps. Malgré cela, ce qui était le plus surprenant, c'est que le flux sanguin vers son pied semblait encore intact. Sa circulation sanguine fonctionnait encore suffisamment pour maintenir ses orteils en mouvement, bien qu'à peine reliés à son corps. Je me souviens de la difficulté que nous avons eue pour la secourir. La douleur qu'elle devait ressentir était inimaginable, mais elle était étrangement calme, peut-être sous le choc de ce qui venait de se passer. Le défi n'était pas seulement de la stabiliser, mais aussi de trouver un moyen de la transporter sans aggraver sa blessure déjà extrêmement grave. Chaque mouvement, chaque tentative de la déplacer nécessitait une attention méticuleuse pour éviter de détériorer encore plus son état. Nous savions que chaque seconde comptait pour sauver ce qui pouvait encore l'être de sa jambe. L'ambulance était silencieuse, tendue, alors que nous faisions tout ce qui était en notre pouvoir pour la maintenir stable en attendant de l'emmener à l'hôpital. J'ai travaillé pendant quelques mois à Hawaï. Un jour, nous avons reçu un appel pour intervenir dans une maison où une mère, souffrant de dépression postpartum, avait renversé une casserole d'eau bouillante sur sa fille nouveau-née de seulement 2 semaines. Rien ne pouvait me préparer à la scène qui m'attendait. En arrivant sur place, l'air était lourd de l'odeur âcre de chair brûlée,
un parfum que je ne pourrai jamais oublier. Le cri perçant de l'enfant résonnait encore dans la pièce, un son qui semblait imprégner les murs, chargé de douleur et de terreur. La petite était là, recroquevillée, sa peau fragile gravement brûlée et boursouflée par la chaleur infernale de l'eau. Sa mère, elle, était assise à côté, le regard vide, perdue dans une sorte de transe, incapable de comprendre pleinement ce qu'elle avait fait. Nous avons agi rapidement, enveloppant l'enfant dans des pansements, et essayant de la protéger, de la soulager, mais c'était comme tenter de réparer l'irréparable. Je l'ai prise dans mes bras, son petit corps tremblant faiblement sous l'effet du choc et de la douleur. Le trajet vers l'hôpital m'a paru interminable, chaque seconde un supplice alors que je sentais la vie s'échapper lentement de ce petit être. Son souffle devenait de plus en plus faible, sa lutte de plus en plus désespérée. Je me souviens encore du silence écrasant dans l'ambulance, seulement interrompu par le bip des machines et le bruit de la route. Mon cœur se serrait à chaque instant, chaque vibration du véhicule me rappelant l'horreur de la situation. Malgré tous nos efforts, l'enfant est décédé en chemin, dans mes bras, enveloppé dans ces bandages qui ne pouvaient pas sauver ce qui avait été irrémédiablement perdu. Un jour, j'ai été confronté à une scène que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes pires cauchemars. Nous avions reçu un appel pour intervenir dans une zone où les sans-abri sont souvent regroupés. Ce genre d'intervention, bien que triste, n'était pas rare. Cependant, ce que j'ai découvert en arrivant sur les lieux a été bien au-delà de tout ce que j'avais pu voir auparavant. En approchant, nous avons aperçu un homme, visiblement un sans-abri, dans un coin sombre, à peine éclairé par les lumières de la rue. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais, mais en m'approchant, la réalité m'a frappé de plein fouet. Cet homme était en train d'avoir des rapports sexuels avec un corps sans vie, étendu sur le sol froid. Mon esprit refusait presque de traiter cette scène, tellement elle était choquante et absurde. Le cadavre, rigide et pâle, portait les marques de la mort. Il était évident que la personne était décédée depuis un certain temps déjà. Pourtant, cet homme continuait son acte, comme s'il était totalement déconnecté de la réalité, emprisonné dans une sorte de folie ou de désespoir profond. Quand il nous a aperçus, un éclair de panique est apparu dans ses yeux. Il s'est arrêté brusquement, s'est redressé et a pris la fuite, disparaissant dans les ombres comme un fantôme dans la nuit. Je suis resté figé pendant quelques secondes, incapable de bouger ou de penser. Puis, l'adrénaline a pris le dessus, et j'ai immédiatement appelé la police, expliquant en termes hachés ce que je venais de voir. Les mots avaient du mal à sortir, comme si ma bouche refusait de prononcer l'horreur de la situation. La police est arrivée rapidement, et après avoir recueilli notre témoignage, ils se sont mis en chasse de l'homme. Quelques heures plus tard, ils l'ont retrouvé, errant dans les rues, et l'ont arrêté. Je n'ai jamais su ce qu'il est advenu de lui par la suite, mais l'image de cette scène me hante encore aujourd'hui. En tant qu'ambulancier, j'ai vu ma part de sang, de corps mutilés, de cadavres, etc. La plupart du temps, cela ne me dérange plus vraiment, je suis un peu insensible à tout ça maintenant. Pourtant, je déteste toujours les interventions impliquant des enfants, les cris des parents sont probablement la pire partie. Mais une autre chose que je ne supporte pas, ce sont les mauvaises odeurs et tout ce qui concerne les excréments. L'un des pires appels concernant une mauvaise odeur que j'ai reçu concernait un type qui avait heurté plusieurs voitures en les frôlant. Les flics l'ont trouvé et l'ont arrêté, mais en discutant avec lui, ils ont remarqué que son pied était couvert de sang, alors ils ont fait appel à nous. Quand nous sommes arrivés, nous avons commencé à examiner l'homme et avons réalisé qu'il lui manquait un orteil et la moitié d'un autre. Il avait une infection qui n'avait pas été traitée et il commençait à perdre des parties de ses orteils. L'odeur était absolument insupportable, une puanteur qui prenait à la gorge et donnait envie de vomir. C'était comme si la gangrène avait imprégné l'air autour de lui, un mélange d'infection et de chair en décomposition qui est difficile à oublier. Mais l'appel le plus essayant que j'ai eu concernant des excréments impliquait un sans-abri qui était littéralement couvert de ses propres excréments, enfin, j'espère que c'étaient les siens. Il avait tellement l'habitude de se déféquer dessus que beaucoup de ses vêtements en étaient recouverts d'une couche épaisse et sèche. Ce n'était pas juste une odeur désagréable, c'était une véritable agression olfactive, une puanteur si forte qu'elle semblait s'accrocher à vous, imprégner vos vêtements et même votre peau. Quand nous avons dû le prendre en charge, chaque geste était un effort pour ne pas vomir.
Le simple fait de respirer à côté de lui était un supplice. Même après avoir quitté la scène, cette odeur semblait me suivre, comme si elle s'était incrustée dans mes narines. Ces interventions-là sont celles qui restent avec vous, non pas à cause de l'horreur visuelle, mais à cause de l'expérience sensorielle complète, l'odeur, la texture, la réalité brute et dégoûtante de la situation. Ces moments me rappellent que, malgré toute l'expérience que j'ai accumulée, il y a toujours des choses que je ne pourrai jamais complètement ignorer ou accepter. C'est une partie du travail que beaucoup de gens ne comprennent pas, ce ne sont pas seulement les images sanglantes ou les situations tragiques, mais parfois simplement l'odeur d'une vie qui s'effondre, littéralement et métaphoriquement. Je suis arrivé en premier sur une intervention, qui s'est avérée être une fusillade. Le type avait été touché en plein centre de la poitrine. Il était dans un tel état de choc qu'il était probablement déjà mort, mais il ne le réalisait pas encore. Son teint était gris, presque cadavérique, et il essayait de bouger, ce qui m'a rappelé une marionnette tentant de ramper au sol sans avoir la force de se déplacer. Il ne pouvait pas parler, et son visage était figé, sans expression. En effectuant un examen rapide, j'ai découvert qu'il avait été touché à 2 reprises, une fois à l'avant-bras et une autre fois sur le côté. Je trouverai bientôt la 3e blessure. Il y avait très peu de perte de sang à l'extérieur, mais à l'intérieur, tous ses organes étaient broyés. Ses chances de survie étaient pratiquement nulles. Il était coincé entre une voiture et un poteau, alors on a déplacé la voiture pour essayer de le soigner un peu. Nous avons commencé la réanimation, mais dès la première compression, une éruption volcanique de sang mousseux a jailli de sa bouche, recouvrant ses yeux ouverts. Il était techniquement encore en vie, mais tellement affaibli qu'il ne pouvait même plus cligner des yeux pour chasser le sang. Des petits morceaux de chair étaient mélangés au sang des fragments de son cœur et de ses poumons. C'est à ce moment-là que nous avons découvert un trou de balle en plein centre de son sternum. Nous avons travaillé sur lui pendant une très courte période, puis ils l'ont mis dans l'ambulance et sont partis. Il était probablement mort avant même que l'ambulance ne quitte la scène. Ce gamin n'avait que 17 ans, mais il était suspecté d'avoir commis un homicide une semaine plus tôt. Je n'oublierai jamais cette scène, mais ce qui me reste en tête, c'est la perte brutale de potentiel. Ce garçon aurait pu accomplir de grandes choses dans sa vie, mais il est mort dans les bras d'un inconnu à cause d'une violence de représailles. Parfois, je ressens une profonde tristesse pour lui quand je repense à cet incident. Mon frère est ambulancier dans une ville où, en raison de la violence, il est nécessaire qu'un officier de police les accompagne lorsqu'ils arrivent sur une scène. Un jour, ils ont été appelés par la police pour venir en aide à un homme nu en détresse, couvert de sang, qui errait dans la rue en criant sur les voitures et en brandissant un couteau. À leur arrivée, ils ont été accueillis par l'officier de police qui leur a expliqué que cet homme traînait 2 enfants nus sur la route avant de tenter de les jeter dans la circulation. Heureusement, les enfants n'étaient pas blessés. Ensuite, l'homme a couru plus loin dans la rue, continuant à crier sur les voitures. L'officier a demandé du renfort pour confronter l'homme, tandis que mon frère appelait le chef des pompiers pour obtenir plus de personnel pour s'occuper des enfants et se tenir prêt au cas où l'un des officiers serait blessé par cet individu. En environ 10 minutes, 5 officiers, mon frère, son partenaire, le chef des pompiers et 2 autres ambulanciers étaient sur place, soit un total de 10 personnes. Les policiers ont réussi à convaincre l'homme de s'approcher de l'ambulance pour qu'ils puissent évaluer s'il était blessé et avait besoin de soins immédiats. L'homme a été placé sur une civière et emmené dans l'ambulance de mon frère pour être examiné. À l'intérieur de l'ambulance, mon frère, l'officier initial et le partenaire de mon frère se trouvaient à l'arrière pour vérifier l'état de l'homme. Au moment où mon frère a fermé la porte, l'homme est devenu agressif. Il a frappé mon frère au nez et s'est jeté sur l'arme de l'officier. Mon frère et son partenaire ont immédiatement appuyé sur le bouton de panique de leur radio, qui déclenche une alerte pour toutes les unités à proximité. L'officier a réussi à passer une menotte autour du poignet de l'homme, mais n'a pas pu l'attacher à autre chose car l'homme semblait doté d'une force surhumaine, probablement due à la méthamphétamine qui le rendait hors de contrôle. Les portes arrière de l'ambulance se sont ouvertes, laissant entrer les 4 autres officiers, le chef des pompiers et les 2 autres ambulanciers. Tous les 7 se sont jetés sur l'homme sous méthamphétamine pour tenter de le maîtriser. Le chef des pompiers a reçu un coup de menotte en plein visage, et malgré leurs efforts combinés, les 10 hommes avaient du mal à le maintenir au sol. Finalement,
2 officiers ont décidé de taser l'homme, ce qui a permis de le maîtriser et de l'attacher solidement à la civière. Il a ensuite reçu un sédatif, et 2 officiers ont dû rester à l'arrière de l'ambulance avec leur taser prêt à l'emploi pour s'assurer qu'il ne tente plus rien. Après avoir déposé l'homme à l'hôpital, tous les officiers, les ambulanciers et toute personne ayant été en contact avec lui ont été mis en quarantaine dans une unité pendant plusieurs heures. Il s'est avéré que l'homme avait été en contact avec des produits chimiques caustiques et dangereux en fabriquant de la méthamphétamine dans son appartement, et toute personne en contact avec lui pouvait transporter ces produits chimiques sur ses vêtements. Vous vous souvenez qu'il était nu lorsqu'ils l'ont trouvé? Lui, ses enfants et sa femme étaient tous nus parce qu'il fabriquait de la méthamphétamine dans son appartement. Sa femme s'était plainte de ne plus vouloir qu'il fabrique de la drogue, alors il l'a violemment battu, se couvrant ainsi de son sang. Tellement enragé, il avait décidé de tuer ses enfants et les avait traînés dehors avant d'être confronté à l'officier. Je ne connais pas très bien les lois concernant la fabrication de méthamphétamine ou de drogue dure, mais apparemment, lorsqu'on est accusé de fabriquer de la méthamphétamine, on est également accusé de mettre en danger chaque personne vivant dans le bâtiment. Il vivait dans un immeuble de plus de 100 personnes, donc il a été accusé de mettre en danger la vie de tous ses habitants. Ensuite, il a été accusé d'agression sur des officiers, d'agression aggravée, de résistance à l'arrestation, de 3 tentatives de meurtre et de fabrication de méthamphétamine, avec une énorme peine de prison à la clé. Je suis un ancien ambulancier avec plus de 15 ans d'expérience. J'ai déjà partagé cette histoire ici, mais c'est l'appel le plus terrible que j'ai jamais eu à gérer, un cas de bébé secoué. La mère n'arrivait pas à faire taire son bébé de 1 mois qui pleurait sans arrêt, alors, dans un moment de frustration, elle l'a secoué violemment, causant des dommages irréparables à son cerveau. Le bébé est entré dans ce que nous appelons un état de status epilepticus, c'est-à-dire une crise d'épilepsie qui ne s'arrête pas. C'est seulement après cela qu'elle a décidé d'appeler les secours. Je me souviens encore de l'état de cette caravane, l'odeur insupportable, les excréments humains, les boîtes de pizza moisies, les déjections de chats, cette forte odeur d'ammoniac provenant de l'urine de chat, les couches sales, les seringues abandonnées, et une quantité incroyable de mégots de cigarettes. Tout cela me hante encore aujourd'hui. Et dans ce chaos indescriptible, ce petit nourrisson sans défense se tordait de douleur dans la crasse, tandis que sa mère, insensible à sa souffrance, préparait un sandwich. Cet appel m'a profondément marqué et changé à jamais. Un très jeune garçon a décidé de se baigner tard dans la nuit dans une zone dangereuse d'un plan d'eau. Quelques jours plus tard, quand son corps a été retrouvé, il était si bien conservé par la température de l'eau qu'on aurait dit qu'il avait été effleuré avec douceur par la mort. Son visage affichait une expression de paix, comme s'il s'était endormi tranquillement, mais il était glacé et pâle, marqué par le sort tragique et solitaire que réserve la noyade. Parmi toutes les morts que j'ai rencontrées, la suffocation par noyade et les brûlures sont les pires. Ce sont des fins où la victime souffre et reste consciente de son agonie jusqu'au dernier moment, contrairement aux morts rapides et traumatiques qui viennent soudainement. On m'a raconté cette histoire lors d'une journée de carrière au lycée, par un ambulancier venu nous parler de son métier. Un gars reçoit un appel de la police locale pour se rendre dans le quartier le plus pourri de notre ville. En arrivant sur place, il trouve un type maîtrisé par 4 ou 5 flics, avec les 2 pieds et la moitié de ses tibias manquants, mais qui, d'une manière ou d'une autre, continue à se débattre. Apparemment, le gars était sous méthamphétamine. Il a essayé de fuir les flics, et tombé sur des rails de train juste au moment où un train arrivait. Le train lui a coupé les 2 jambes, à partir du milieu des tibias. Mais au lieu de s'effondrer, il s'est relevé et a continué à courir sur les moignons ensanglantés jusqu'à ce que les flics le plaquent au sol. L'image de ce type, avec ses jambes à moitié arrachées, continuant à courir comme si de rien n'était, est difficile à effacer. C'est incroyable ce que le corps humain est capable de faire sous l'effet de la drogue et de l'adrénaline, même quand il est littéralement en morceaux. Un homme est tombé de son toit et a atterri sur ses 2 pieds. L'impact a été si violent qu'il s'est brisé les 2 jambes, et les os ont transpercé la peau, laissant des plaies béantes et horribles. Seul chez lui et sans son téléphone portable à portée de main, il s'est retrouvé dans une situation désespérée. La douleur devait être insupportable,
chaque mouvement une torture, mais il n'avait pas d'autre choix que de trouver un moyen d'appeler à l'aide. Avec une détermination incroyable, il a commencé à se traîner, laissant derrière lui une traînée de sang sur le sol. Il a dû parcourir environ 9 mètres, se tirant lentement mais sûrement vers le téléphone le plus proche, qui se trouvait dans le garage. Chaque centimètre parcouru devait être un cauchemar, le frottement des os brisés contre la chair déchirée, la douleur fulgurante qui menaçait de le faire sombrer à tout moment. Mais il n'a pas abandonné. Malgré l'agonie, malgré l'envie de simplement s'effondrer et de laisser la douleur le submerger, il a continué, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le téléphone. Avec des mains tremblantes et ensanglantées, il a composé le numéro des urgences, réussissant à appeler les secours avant de perdre connaissance, épuisé par l'effort et la douleur. Mon unité a été appelée pour un accident impliquant plusieurs voitures sur l'autoroute. En arrivant sur les lieux, nous avons découvert une berline renversée sur le côté dans la voie de droite et un SUV dans le terre-plein central, surplombant une barrière de câbles métalliques. 3 adultes, 2 hommes et une femme déambulaient autour des véhicules, avec des égratignures mineures. La femme, cependant, était en état d'hystérie totale, criant et pleurant sans arrêt, inconsolable face à ce qui venait de se produire. Les pompiers étaient déjà en train de travailler sur le SUV. Lorsque le véhicule s'était retourné, il était retombé directement sur l'un des poteaux métalliques de la barrière, l'écrasant contre le siège enfant du milieu. La scène était insoutenable. Une petite fille de 5 ans, la sœur cadette, était coincée par le cou et la taille contre son siège. Son frère de 7 ans, assis à côté d'elle, avait été décapité par l'impact, sa tête reposant sur le toit de la voiture, tournée vers sa sœur comme s'il la regardait encore. Face à cette vision d'horreur, mon cœur s'est serré. J'ai dû rassembler tout mon courage pour retirer la tête du garçon et ensuite tenter de réconforter la petite fille, qui avait l'âge de ma propre fille à l'époque. Je lui ai parlé doucement, lui assurant qu'elle allait s'en sortir, tout en essayant de masquer mon propre désespoir. Les pompiers s'efforçaient de couper les câbles métalliques pour la libérer de sa position, ces derniers étant tendus à cause de l'accident. Cependant, lorsque les câbles ont été sectionnés, ils ont bougé sous la tension et ont tranché la petite fille en deux. La violence de l'acte était inimaginable. Elle n'a même pas eu la chance de faire les 20 pas jusqu'à l'ambulance. Elle est morte dans mes bras, littéralement, en à peine quelques secondes. Ce jour-là, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer ce travail. Voir la vie d'une enfant s'éteindre ainsi, sans que je ne puisse rien faire, a été trop difficile à supporter. L'image de cette petite fille, qui ressemblait tant à ma propre fille, mourant dans mes bras, ne m'a jamais quitté. C'est cette expérience tragique qui m'a poussé à prendre la décision de quitter le métier d'ambulancier, réalisant que l'impact émotionnel de telles situations était au-delà de ce que je pouvais endurer. Un type voulait se suicider. Il a pris son SUV, laissé la vitre arrière ouverte, attaché un câble métallique autour de son cou depuis le siège du conducteur, l'a fait passer par la fenêtre arrière et l'a enroulé autour d'un arbre. Ensuite, il a appuyé sur l'accélérateur. Le camion a brusquement avancé et l'a décapité sur le coup. Probablement l'une des manières les plus ingénieuses de se tuer, mais aussi l'une des plus choquantes. La précision de son plan et la brutalité de l'exécution laissent une impression étrange, presque irréelle. Mais les suicides par fusil à pompe sont toujours les pires. Un gamin avec qui j'étais au lycée s'est tué de cette façon. Il ne restait pas assez de sa tête pour qu'on puisse dire qui il était. La violence de l'acte, le désordre sanglant qu'il a laissé derrière lui, c'est le genre de scène qui reste gravée dans votre esprit, une image qui hante les pensées, que vous le vouliez ou non. Chaque fois que je pense à ces deux histoires, je suis frappé par le contraste entre l'ingéniosité macabre du premier homme et la brutalité crue du second. Deux manières très différentes de mettre fin à une vie, mais chacune tout aussi tragique, tout aussi dévastatrice. Ce n'est pas vraiment une histoire sanglante et horrible, mais plutôt une histoire extrêmement triste et perturbante, qui laisse une empreinte profonde à chaque fois que j'y pense. Chaque mois, presque comme un rituel tragique, nous recevons la même patiente aux urgences. C'est une femme dans la trentaine, avec un regard perdu qui trahit un passé lourd de souffrance. Dès qu'elle franchit la porte, nous savons tout ce qui l'amène.
Son histoire est gravée dans notre mémoire, chaque détail plus douloureux que le précédent. Elle a été gravement molestée et abusée durant son enfance, un traumatisme qui la poursuit encore aujourd'hui. Les cicatrices de ce passé sont visibles non seulement sur son corps, mais aussi dans son comportement, dans la manière dont elle se tient, toujours sur la défensive, comme si elle attendait un autre coup du sort. La douleur qu'elle ressent n'a jamais vraiment disparu, et parfois, cette douleur se transforme en un besoin irrésistible de se faire du mal, de mutiler son propre corps, comme si elle cherchait à extérioriser la souffrance qu'elle porte en elle. La première fois que je l'ai vue, j'ai été choqué par l'étendue des cicatrices qui marquent la région autour de son vagin. Des cicatrices profondes, des marques indélébiles laissées par des tentatives de se couper les lèvres, d'insérer du verre, de pousser un couteau dans ses orifices. Ce sont des images qui hantent, des souvenirs que je voudrais pouvoir effacer, mais qui restent gravés dans ma mémoire. Chaque visite est une nouvelle épreuve, pour elle comme pour nous. Nous savons que malgré tous nos efforts, nous ne pouvons que traiter les blessures physiques, alors que celle de son âme reste béante. La dernière fois qu'elle est venue, j'ai senti que quelque chose était différent. Peut-être était-ce la lassitude, ou le fait qu'elle semblait encore plus vulnérable que d'habitude. Alors, sans vraiment réfléchir, je lui ai demandé si elle voulait tenir ma main en attendant les médecins. C'était un geste simple, un petit acte de compassion que j'espérais apaiserait un peu sa souffrance. À ma surprise, elle a commencé à pleurer, des larmes silencieuses qui coulaient le long de ses joues, exprimant une douleur que les mots ne pouvaient décrire. À cet instant, je me suis senti submergé par une vague d'émotions. Voir cette femme, brisée par un passé qu'elle ne peut échapper, pleurer simplement parce que quelqu'un lui offrait un peu de réconfort, m'a presque fait craquer. J'ai dû retenir mes propres larmes, me battant pour rester professionnel, mais à l'intérieur, je me sentais impuissant, désespéré face à une douleur que je ne pouvais pas soulager. Mon oncle était ambulancier dans les années 80, et lors d'une soirée de famille, après avoir bu quelques verres, il nous a raconté ce qui est sans doute l'une de ses pires expériences sur le terrain. Un soir, ils ont reçu un appel signalant qu'un homme avait été percuté par un train près d'un vieux pont dans notre ville. C'était un endroit isolé, peu fréquenté, surtout à cette heure tardive de la nuit. L'atmosphère était sombre, seulement éclairée par les faibles lueurs des réverbères éloignés, et le silence de la nuit était à peine troublé par le bruit lointain de la ville endormie. Quand mon oncle et son partenaire sont arrivés sur les lieux, ce qu'ils ont trouvé était à la fois choquant et déroutant. Le haut du corps de l'homme gisait à environ 5 mètres des rails. Le visage de l'homme était figé dans une expression d'agonie, un mélange de douleur et de terreur qui racontait à lui seul l'horreur du moment où le train l'avait percuté. Le sang s'était écoulé en une large flaque autour de son torse, contrastant vivement avec la terre sombre. Mais ce qui les a le plus troublés, c'était l'absence totale de la partie inférieure de son corps. Ils ont rapidement compris que cet homme avait été littéralement coupé en deux par la force de l'impact. Cependant, le mystère demeurait, où était passée la moitié inférieure de son corps. Les deux ambulanciers ont commencé à fouiller les environs avec leurs lampes torchées, leurs faisceaux lumineux balayant le sol à la recherche de toute trace de jambes ou de pieds. Alors qu'ils inspectaient les lieux, une autre découverte glaçante est venue s'ajouter à l'horreur de la situation. Les marques de sang et les empreintes laissées dans la boue ont révélé que l'homme, dans un dernier acte désespéré de survie, avait rampé sur plusieurs mètres après l'accident, essayant de s'éloigner des rails et de se sauver. Les traces montraient qu'il avait lutté pour sa vie jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent finalement, le laissant mourir seul dans l'obscurité. Les secours ont continué leurs recherches, luttant contre la désorientation que provoquait la scène. Finalement, après plusieurs heures de fouilles minutieuses, ils ont trouvé les jambes de l'homme. Elles avaient été projetées dans l'eau, sous le pont, lors de l'impact. Les membres inférieurs, inertes, flottaient à la surface de l'eau, à quelques mètres du rivage, un rappel sinistre de l'accident. Les courants de la rivière avaient commencé à les emporter, les éloignant peu à peu de la scène du drame. Mon oncle n'a jamais oublié cette nuit-là. C'est une expérience qui l'a marqué profondément, et même s'il avait déjà été confronté à la mort de nombreuses fois dans son travail, celle-ci était différente. Elle était crue, brutale, et d'une violence inouïe. Après cette histoire, il a cessé de partager ses expériences lors des dîners de famille. Oh là là, par où commencer? Bon, voyons voir. D'abord,
il y a eu cette intervention où un homme obèse morbide s'est écrasé un testicule en s'asseyant sur les toilettes. Il a attendu 3 jours avant de nous appeler, le temps de devenir sceptique, avec son scrotum enflé jusqu'à atteindre la taille d'une pastèque. Quand nous sommes arrivés sur place, l'odeur était déjà insupportable, un mélange d'infection et de chair en décomposition qui vous prenait à la gorge. Cet homme, assis là, souffrant terriblement, avait laissé la situation dégénérer à un point inimaginable. Son scrotum, qui pendait entre ses jambes, était grotesquement enflé, d'une taille et d'une forme qui ne semblaient pas possibles. Il était dans un état critique, son corps luttant contre l'infection qui se propageait rapidement. Pourtant, il avait attendu tout ce temps avant de demander de l'aide, peut-être par honte, par déni, ou simplement parce qu'il espérait que cela passerait tout seul. Mais au lieu de cela, il était maintenant face à une situation dangereuse qui nécessitait une intervention médicale immédiate. L'image de cet homme, avec son scrotum grotesquement déformé, est quelque chose qui reste gravé dans ma mémoire. C'est le genre de situation qui vous rappelle à quel point le corps humain peut être résilié, en même temps, combien il peut être fragile. Une blessure qui aurait pu être traitée rapidement est devenue une urgence médicale extrême, tout cela parce que quelqu'un a attendu trop longtemps. Des adolescents au volant de Mustang ont décidé de faire une course sur l'autoroute à 1h du matin. Ils ont fini par perdre le contrôle à des vitesses folles et ont d'abord heurté les voitures l'une contre l'autre, envoyant celle dans la voie de droite dans les arbres. Le conducteur a miraculeusement survécu et a été évacué par hélicoptère dans un état critique. La voiture dans la voie de gauche a franchi le terre-plein central et s'est écrasée de plein fouet contre une Jeep, avant de prendre feu. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons trouvé le résultat brûlé et carbonisé de l'accident. Les passagers de la Mustang n'étaient plus que des amas de cendres. Aucune reconnaissance corporelle ou faciale possible, juste des masses carbonisées de ceux qui étaient autrefois des personnes. Le conducteur de la Jeep avait été coupé en deux, son torse pendait par la fenêtre du côté conducteur, ses jambes restaient près des pédales et ses organes étaient éparpillés sur le siège. Le pire, c'est que le conducteur de la Jeep ne faisait que conduire tranquillement, allant là où il devait se rendre. Tout cela parce que des gamins ont décidé d'être idiots, sa vie a pris fin en une fraction de seconde. Je ne suis pas ambulancier, mais mon ami l'est. Un jour, il m'a raconté une histoire qui l'a marqué à jamais. Ils avaient reçu un appel pour une scène de suicide, un incident tragique qui les a tous choqués. L'homme en question avait pris une décision désespérée et terrible. Il avait posé son cou sur les rails d'un train, attendant que ce dernier passe pour mettre fin à ses jours. Quand le train est arrivé, les roues massives ont traversé son cou, le décapitant instantanément. C'était une scène d'une violence inouïe, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est ce que mon ami a découvert en arrivant sur les lieux. Les roues du train, chauffées à blanc par l'intensité du freinage, avaient agi comme une lame brûlante. Non seulement elles avaient coupé la tête de l'homme, mais elles avaient également cautérisé la plaie sur le cou. C'était une situation totalement inhabituelle. Mon ami s'attendait à voir une mare de sang, à devoir affronter une scène sanglante comme tant d'autres qu'il avait déjà vues dans sa carrière. Mais cette fois, il n'y avait presque pas de sang. La majorité du sang était restée dans le corps, comme si le train avait scellé la blessure en même temps qu'il avait ôté la vie de cet homme. Le contraste entre la brutalité de l'acte et l'absence de sang sur les lieux a laissé mon ami perplexe et profondément troublé. Il m'a expliqué que, même s'il avait vu de nombreuses choses horribles dans son métier, cette scène-là était différente. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans le fait que l'homme, malgré l'horreur de sa mort, était resté presque intact, comme si son corps n'avait pas encore compris qu'il était mort. Un jour, un homme était en train de faire sa lessive ou de nettoyer son appartement, une tâche ordinaire et sans danger en apparence. Alors qu'il s'activait, il a accidentellement laissé tomber un bidon de javel. Le gros contenant, un gallon entier, est tombé d'une manière parfaitement alignée, et dans un coup du sort improbable, la javel a jailli directement vers ses yeux. Le liquide corrosif a immédiatement pénétré ses yeux, provoquant une douleur insupportable. L'homme s'est agrippé le visage en hurlant, sentant une brûlure intense qui semblait dévorer ses globes oculaires. Le désespoir et la panique se sont rapidement installés, et il a commencé à sentir un liquide chaud couler de ses yeux, non pas seulement des larmes, mais du sang.
Le produit chimique avait attaqué ses tissus oculaires, les déchirant et les brûlant de l'intérieur. Son sang se mélangeait à la javel, créant un mélange inquiétant qui s'écoulait de ses orbites. L'homme a tenté de rincer ses yeux à l'eau, mais la situation ne faisait qu'empirer. La douleur était si intense qu'il avait du mal à garder conscience. Le choc de l'incident et les dégâts causés par la javel ont rapidement eu des conséquences irréversibles. Malgré les soins d'urgence qu'il a reçus, les médecins n'ont pas pu sauver sa vue. La javel avait non seulement brûlé la surface de ses yeux, mais avait aussi gravement endommagé les nerfs optiques. C'était il y a plusieurs années, et je ne suis plus ambulancier aujourd'hui. On a reçu un appel, la régulation nous dit que c'est pour une lacération à la main. L'adresse nous mène à un complexe d'appartements délabrés à seulement quelques rues de notre station. En arrivant, j'ouvre la porte et je suis immédiatement frappé par une épaisse brume de fumée de cigarette, probablement la plus dense que j'ai jamais vue. L'air était presque irrespirable, chaque respiration laissait un goût âcre dans la bouche. L'homme que nous sommes venus aider avait environ la cinquantaine. Il était en train de fourrer des tas de vêtements dans un grand sac poubelle, tout en marmonnant des choses incompréhensibles. Je me souviens particulièrement de lui disant quelque chose à propos de la froideur permanente dans l'unité psychiatrique. Je lui ai demandé de me montrer sa lacération. À ma grande surprise, il a baissé son pantalon de survêtement et m'a montré une coupure sur son pénis. Il était trop embarrassé pour dire à la régulation ce qui s'était réellement passé. Il m'a expliqué que des voix dans sa tête lui avaient dit qu'il devait se couper le pénis, sinon quelque chose de terrible allait arriver. Il était donc allé dans la cuisine, avait pris une planche à découper et un couteau à steak, et avait commencé à se mutiler. Heureusement, la coupure n'était pas aussi grave que je l'aurais imaginé, et elle avait déjà commencé à coaguler avant même que nous n'arrivions. Il n'y avait donc pas grand-chose à faire pour nous, si ce n'est le transporter à l'hôpital. Mon partenaire m'a raconté que la cuisine ressemblait à une scène de crime, avec du sang partout. Je n'ai pas pris la peine d'aller voir, c'était son tour de gérer l'intervention, et tout ce que j'avais à faire, c'était de conduire. C'était particulièrement rassurant de savoir qu'il y avait un gars dans le voisinage, à quelques minutes à pied de là où je dormais la nuit, qui entendait des voix lui disant de se mutiler. Heureusement, ces voix ne lui ont jamais dit de venir couper quelque chose à quelqu'un d'autre, et surtout pas à moi. Nous avions reçu un appel d'urgence pour intervenir sur une scène de suicide. Une femme avait sauté du haut de son immeuble, cherchant à mettre fin à ses jours d'une manière tragique et désespérée. En arrivant sur les lieux, la scène était aussi horrible que l'on pouvait l'imaginer. Son corps était en morceaux, brisé par l'impact viol contre le sol. Il n'y avait aucun doute qu'elle était morte sur le coup. C'était l'une de ces interventions où l'adrénaline ne fait pas tout, vous êtes obligé de mettre de côté votre humanité pour accomplir votre devoir. Avec mon partenaire, nous avons soigneusement ramassé ce qui restait de son corps, en prenant soin de tout rassembler dans un sac mortuaire. L'horreur de la situation était palpable, chaque geste était empreint d'une sorte de révérence silencieuse pour la vie qui venait de se terminer de manière si brutale. Le sac était lourd, le sang s'écoulant encore légèrement à travers les coutures, laissant des traces rouges sur nos gants et nos vêtements. Nous avons chargé le sac dans l'ambulance et pris la route vers l'hôpital. Le trajet s'est fait en silence, seulement interrompu par le vrombissement du moteur et les pensées tourbillonnantes dans nos têtes. Je n'arrêtais pas de repenser à ce qu'elle avait pu ressentir avant de sauter, au dernier instant de sa vie, rempli de désespoir. À notre arrivée à l'hôpital, nous avons ouvert les portes arrière de l'ambulance pour sortir le sac. C'est là que tout a basculé. En soulevant le sac, j'ai senti quelque chose d'étrange, une légèreté qui n'aurait pas dû être là. Mon cœur s'est mis à battre plus fort alors que je m'agenouillais pour ouvrir le sac, mon partenaire me jetant un regard inquiet. Le sac était vide. Il n'y avait rien à l'intérieur. Aucun morceau de corps, aucune trace de la femme que nous avions ramassée plus tôt. Seulement du sang, imbibant le fond du sac, comme une preuve macabre qu'elle avait bien été là, que nous ne l'avions pas imaginé. Nous avons fouillé l'ambulance, vérifié chaque recoin, mais il n'y avait rien. Pas la moindre trace de ce qui restait de son corps. C'était comme si elle s'était évaporée, disparue dans l'air en laissant derrière elle seulement le sang pour témoigner de sa présence. Le personnel de l'hôpital est arrivé, nous demandant ce qui se passait,
mais aucun de nous n'a pu donner une explication rationnelle. C'était surréaliste, une situation qui défiait toute logique. Nous avons passé des heures à essayer de comprendre, à repasser chaque détail de l'intervention, mais rien n'avait de sens. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là. L'idée qu'un corps puisse simplement disparaître est quelque chose qui me hante encore. Chaque fois que je repense à cette nuit, un frisson glacé me parcourt l'échine. C'est une histoire que je n'aime pas raconter, mais qui me rappelle que parfois, le réel et l'irréel se croisent d'une manière que l'on ne pourra jamais vraiment comprendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.